Bonjour tout le monde. Bonjour depuis Lomé, la capitale togolaise. Bienvenue à cette formation organisée par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Aujourd'hui, nous ferons une formation entièrement dédiée au journalisme numérique pour partager avec vous les connaissances nécessaires et les compétences pour devenir un acteur du web et maîtriser la production des contenus multimédia. Nous à l'aide de l'Internet, de la technologie et des outils digitaux, comprendre les enjeux du numérique et les nouveaux codes liés aux nouvelles écritures sur le web est un excellent atout pour les journalistes parce que cela crée un nouveau moyen d'information et change la façon dont nous informons le public. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les médias traditionnels sont de plus en plus à la recherche des profils des journalistes qui disposent des compétences multimédia et sont capables de produire et d'éditer des contenus pour différents supports. À l'issue de cette formation, vous saurez développer un projet multimédia journalistique et maîtriser les outils de base pour construire de nouveaux formats de narration et aussi bien pour alimenter un site d'information et produire des contenus à diffuser sur les réseaux sociaux. Cette formation sera assurée par Moussa Ngom, que j'ai le plaisir d'accueillir. J'espère avoir bien prononcé le nom. Il est journaliste sénégalais et il a reçu plusieurs prix pour son travail remarquable en journalisme. Il est aussi le fondateur de la Maison des reporters qui a remporté cette année le second prix francophone de l'innovation 2020 décerné par trois organisations, l'Organisation internationale de la francophonie, la Radio France internationale et aussi Reporters sans frontières. Et il y a quelques jours seulement, en ce mois de novembre, il a également remporté le premier prix catégorie santé de la conférence et prix d'excellence des médias en Afrique de l'Ouest. Félicitations, chers confrères. Merci. Et je pense que là, la parole est à vous pour le début de la formation. D'accord. Merci, Kossi. Merci à tous. Merci pour l'invitation. C'est un très grand honneur de pouvoir échanger avec les confrères sur les connaissances qui sont toujours en perpétuelle évolution, parce qu'on est dans du journalisme web, que ce soit les outils, que ce soit les techniques, que ce soit les connaissances, tout évolue à tout moment. Et il faut en permanence une mise à jour et un suivi des innovations technologiques, parce qu'on évolue sur un support web, un support qui est énormément dynamique. Et nous sommes aussi à la croisée des chemins entre différents supports, parce qu'on ne peut pas nous localiser, par exemple, dans le format vidéo ou dans le format audio ou dans le format écrit, même si on a tendance dans les écoles de journalisme à affilier la presse en ligne à la presse écrite. Mais nous sommes très chanceux, nous qui évoluons sur des supports web, très chanceux par rapport aux opportunités qu'on a. Il faut aussi trouver notre propre identité, tout en gardant en tête que le journaliste web, c'est un journaliste comme les autres. C'est un journaliste qui a plus de chance, en tout cas pour madame, par rapport à mes convictions, mais c'est un journaliste comme les autres. Les fonctions de recherche, de tri, de vérification, tout cela lui incombe, et de professionnalisme dans le travail qu'il fait. Maintenant, il y a des aptitudes qu'il devra beaucoup plus développer dans le sens de son travail. Et pour ceux aussi qui ont des projets numériques, je pense que je partagerai quelques expériences par rapport à la maison des reporters qui pourront peut-être les intéresser. Car je disais aussi qu'il y a une tendance ici qui est toujours présente, mais qui s'efface au fil du temps, de sous-estimer le journaliste web, de penser que c'est un sous-journaliste ou un journaliste qui est dédié au copie-collage de contenu, ou bien qui est un simple ouvrier de l'information qui systématiquement diffuse des contenus sans en prendre grande connaissance. Mais ça s'estompe de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelles aptitudes est-ce qu'il faut lorsqu'on veut devenir journaliste web, lorsqu'on veut évoluer en ligne? Donc, il y a déjà, à mon avis, le sens de l'invention qu'il faut obtenir, le sens de l'imagination, de l'originalité par rapport au contenu. Il y a une profusion de contenu qui existe sur le web. Il faut savoir se distinguer par rapport aux autres. Et pour cela, il faut avoir un grand
une grande inspiration, un grand esprit d'inventivité. Ça, c'est extrêmement important. La réactivité aussi par rapport à l'actualité, ça, c'est extrêmement intéressant parce que on est dans un support qui vise un flux continu en fait d'informations. Donc, au fur et à mesure, il faut mettre à jour l'actualité et on n'est pas dans une temporalité comme ce qu'on peut retrouver dans la presse écrite. Par exemple, pour qu'un journal paraisse, on va attendre le lendemain. Certains paraissent le soir, mais pour la plupart, on attend le lendemain. Le travail, il est fait suivant une temporalité avec la collecte, le traitement, le bouclage du journal, etc., etc. Mais il n'y a pas ces limites-là pour le journaliste web, le site web d'information, parce qu'à tout moment, on peut être amené à rechercher des informations, à les diffuser, à les porter à la connaissance du public. Et il faut surtout savoir que ce public-là, par rapport à ce flux-là important d'informations qu'il reçoit, il a besoin qu'on pense à partir de son niveau en fait de connaissance, savoir apporter des réponses aux questions que le public se pose. Ne pas seulement se dire qu'on est journaliste, on se pose des questions de journaliste, mais il faut aussi prendre en compte ces aspects-là, se mettre à la place du public, se poser les questions que ce public va se poser par rapport à l'information et comment mieux la consommer. Et aussi par rapport aux habitudes de consommation, il faut aussi les connaître. Donc, être en mesure d'apporter au public les réponses dont il a besoin. Et je vais donner aussi l'exemple de ce qui s'est passé durant la pandémie de la COVID-19 avec ce qu'on a vu très souvent et qui illustre quand même l'utilité du journalisme web, c'est les lives et les chats permanents qu'il y avait sur certains sites web. Je vais citer par exemple celui du Monde, où il y avait un fil permanent où les journalistes répondaient aux questions du public, ou en tout cas diffusaient des informations par rapport à l'évolution de la pandémie. Ça, c'est hyper important parce que lorsqu'on parle de journalisme web, il y a aussi une certaine barrière qui est très fine, voire qui n'existe pas, entre la rédaction, le journaliste et son public. Donc, il y a une interaction qui est rendue possible et une interaction qui enrichit aussi l'expérience du journaliste et qui enrichit également par rapport à la fidélisation du public en tant que tel. Donc, il est important lorsque vous faites un projet web d'intégrer une passerelle qui permette soit au public de s'exprimer, soit de poser ses questions, soit de savoir quelles sont ses attentes par rapport à l'information. Ça, c'est important. Et aussi connaître ses habitudes de consommation. Sans pour autant perdre les principes fondamentaux qu'il y a par rapport au journalisme. Parce que lorsqu'on parle de flot d'informations, il y a aussi un lot important de fausses informations qui sont en ligne. Donc, il faut être capable d'être réactif à l'actualité, capable d'apporter le plus vite possible une information au public par rapport à ses attentes, mais il faut faire attention dans cette masse d'informations-là à ne pas mettre en péril sa crédibilité. Parce qu'on dit souvent, le journalisme, c'est un métier ingrat, et la crédibilité, il en faut beaucoup moins pour la perdre que pour la construire. Donc, il est important, lorsqu'on évolue dans ce terrain-là, de faire en sorte qu'il y ait une confiance du public par rapport au contenu qui lui sont proposés par le journaliste ou bien par le média qui évolue en ligne. Donc, il est important de faire attention au principe de vérification. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de travailler sur cet aspect-là. Je partagerai tout à l'heure quelques liens sur des guides qui vous permettront de mieux vous y atteler en termes de fact-checking. C'est hyper important, notamment sur le web. Très important de vérifier les informations en amont, mais aussi en aval, parce qu'il y a un flux qui ne provient pas, par exemple, du média. Et il faut être en mesure aussi de déterminer parmi ces informations-là qui sont portées à la connaissance du public et vis-à-vis desquelles le public est sceptique, de pouvoir se positionner comme une sorte d'éclaireur qui peut permettre au public de voir que cette information-là est exacte, cette autre information n'est pas exacte. Et lui faire comprendre aussi les coulisses de l'information. Comment est-ce que vous vous y prenez? Pour ce qui est, par exemple, aussi des mises à jour, lorsque vous corrigez, on a dans le format écrit le lendemain de l'apparition, par exemple, d'un journal où il y a une erreur, une mention qui est faite dans le journal suivant. Lorsque aussi vous travaillez sur un article, ne corrigez pas en douce, faites en sorte que les mises à jour soient connues du public. Lorsque vous êtes trompé, mentionnez tout le temps que vous êtes trompé sur tel aspect ou tel aspect.
Ça permettra d'avoir une plus grande confiance à ce que vous faites. Il y a aussi la capacité de veille sur Internet. Je parlais tout à l'heure de déterminer un peu les besoins d'information du public. Et par rapport à cette veille-là, il y a des outils qui peuvent être importants. Par exemple, je vais citer Google Alert, qui permet à partir d'un mot-clé de retrouver tout ce qui peut être publié sur Internet sur cet aspect-là. Et sur les réseaux sociaux aussi, être capable d'identifier les bonnes sources. Lorsque vous voulez traiter d'une information, parce que là aussi, il y a une barrière qui est beaucoup plus fine avec le numérique, c'est que vous pouvez traiter d'une information en étant en distance, même si ça requiert une plus grande prudence par rapport à cela. Il y a déjà la lucidité journalistique qui vous guidera, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent vous y aider. Il y a pour Twitter, par exemple, TweetDeck qui vous permet de choisir, de suivre un hashtag ou un thème qui est traité. Il y a ensuite d'autres outils aussi qui vous permettront de faire cette veille-là, de savoir quelle est l'actualité du moment, quelle actualité vous voulez traiter. Si vous voulez faire une enquête également, comment suivre un thème, comment voir tout ce qui a été dit sur le sujet, et enfin de donner au public les informations dont il a besoin. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est lorsque vous évoluez sur le format web, parce que très souvent ça joue sur les méthodes de production de contenu, sur la conception du média et autres. C'est le modèle économique et les moyens de subsistance. Ça, c'est très, très important. Identifiez déjà votre modèle économique, comment est-ce que vous allez évoluer. Il y a ce qu'on appelle la publicité en ligne. Essayez de savoir est-ce que cela conviendra à vos besoins et à vos dépenses dans le cadre de l'information que vous allez proposer au public. Je parlais tout à l'heure de fidélisation du public. On parle souvent de publicité en ligne lorsqu'on parle de journalisme web, mais il y a des possibilités avec les médias participatifs qui sont à explorer. La Maison des reporters, par exemple, fonctionne avec un système de souscription. Ça, il est possible de le mettre en place et d'établir une relation de confiance entre vous et le public. Vous donnez au public ce dont il a besoin en termes d'informations, que ce soit approfondies, que ce soit thématiques, etc. Et le public, il est prêt à contribuer aussi à la production de l'information. Mais il faut y aller avec beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie en matière d'explication de pourquoi le public devrait participer à votre production, à vos frais de production de l'information et à votre prise en charge à la gestion de votre média. Et comment est-ce que le journalisme aussi fonctionne. Ça, on a besoin de le savoir parce que dans notre contexte, par exemple, il y a très souvent une propension à penser que l'information, elle sert de nulle part ou bien qu'on la trouvera autre part. Ça aussi, c'est une tendance. Donc, aussi, la singularité de votre contenu, ça peut vous aider pour attirer le public. Si se rencontre qu'il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de plus-value dans l'information que vous proposez, le public, il sera intéressé par votre modèle de média et il pourra être attiré par ce système d'abonnement-là que vous pourrez proposer. Il y a aussi d'autres systèmes comme la publicité en ligne, mais faites en sorte que cette publicité en ligne-là n'altère pas l'attractivité de votre site. Ça aussi, c'est extrêmement important. Vous travaillez sur un support qui est en ligne. Comme on le dit, on travaille lorsqu'on est journaliste on travaille sur une information pour que l'information aussi puisse être lue. On s'adresse au plus grand nombre. Il faut créer les conditions de confort de lecture. Ça aussi, c'est important. Les conditions de confort de consommation de l'information. Parce que lorsque vous entrez dans un site et que l'utilisateur il se perd en entrant dans votre site, déjà vous avez échoué de prime abord. Déjà vous avez érigé un obstacle à la visite de votre site Internet. Faites en sorte que le site soit accessible, que le site soit lisible, que le site soit, voilà, l'itinéraire sur les différentes rubriques de votre site soit extrêmement facile à deviner par le primo-visiteur, par exemple. Je ne parle même pas du visiteur qui se rend dans votre site depuis à plusieurs reprises, mais que le nouveau visiteur il soit en mesure de se guider sans orientation, c'est-à-dire qu'il puisse savoir qu'ici, il peut avoir des informations sur l'économie, ici, il peut avoir les principales actualités du jour, ici, il peut avoir
l'actualité thématique dont il a besoin. Et ici, il peut rechercher, il a une barre de recherche qui lui permet de savoir qu'est-ce que vous avez produit sur un thème qui l'intéresse. Ça, c'est important à savoir et c'est des aptitudes qu'on oublie souvent, très souvent de prendre en compte dans la détermination du format du site web, avant même que le contenu n'arrive. Il y a ça à prendre en compte. Il y a aussi, en termes de réactivité, pas seulement sur l'information et ce qu'on peut produire en termes d'information, mais aussi par rapport aux innovations technologiques, parce que je disais souvent que les outils sont en perpétuel mouvement, sont en perpétuelle évolution. Il y a des outils qui valent plus, ou bien des outils sur lesquels il faut renforcer ses capacités. Il faut être à l'écoute des innovations technologiques, et pour cela, il y a des blogs, des sites qui sont dédiés à cela et qui vous permettraient de savoir quelles sont les évolutions technologiques qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous aider dans votre travail. Parce que les opportunités qui vous sont offertes, elles sont nombreuses, mais elles convergent vers un but. Comment faire en sorte de mieux vous aider dans votre collecte d'informations, comment mieux vous aider dans le rendu de l'information, comment mieux vous aider dans l'attraction du public. Ça, c'est les maîtres mots qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se lance, et c'est trois critères qu'il faut réunir pour bien s'en sortir. Après cela, il y a la question du contenu. L'écriture web, à quoi est-ce que ça correspond? L'écriture web, ça correspond peut-être à une prise en compte de plusieurs facteurs, à une prise en compte de plusieurs opportunités qui s'offrent à vous avec les objets numériques et qui pourront vous aider à mieux rendre compte de l'information. Donc, vous écrivez pour être lu, vous écrivez pour que votre information soit comprise, et pour cela, vous utilisez le support qui est adéquat. C'est important. Il ne suffit pas de prendre en compte, de mettre une vidéo, de mettre un son audio, de mettre une image pour se dire qu'on a fait un bon article. Mais qu'est-ce qui justifie aussi le choix des formats que vous avez utilisés? Ça aussi, c'est important. Et je vous recommanderai aussi certains outils qui pourront être intéressant dans ce cadre-là. Si vous voulez réaliser des petites vidéos courtes, des capsules qui s'adaptent à certains supports ou certains réseaux sociaux, vous avez Adobe Spark, la suite Adobe Spark, qui peut vous permettre de créer des graphiques, Infogrames aussi qui vous permet de créer des graphiques, que ce soit aussi PictoChart, parce que dans l'analyse des données, dans l'interprétation des données, les données en format brut, là, c'est pas intéressant de les donner en format brut. Là, ça n'aide pas le lecteur, et il faut aussi, par rapport à l'aisance même de la compréhension de l'information, j'en parlais tout à l'heure, il faut utiliser ces outils de manière rationnelle. Donc là, vous avez une masse de données à interpréter. Vous ne pouvez pas aussi, même si vous les avez filtrées, les données tout de go, il faut une compréhension à donner à ces chiffres et à ces données-là. Vous utilisez des graphiques, vous utilisez des animations vidéo pour faire comprendre au lecteur de manière très simple. Grâce à un graphique, lui donner l'information principale. Et ça permet aussi d'économiser le temps, parce qu'on est dans une quête perpétuelle de l'attention. Il est capté par différents contenus. Il est amené à scroller, parce que même les réseaux sociaux sont généralement prévus pour l'aider à scroller tout le temps, à voir les différents contenus qui se présentent en lui. Et très souvent aussi, le temps qu'il va passer sur le contenu que vous lui proposez, ça va être important à déterminer. Donc, faites en sorte qu'il passe le moins de temps possible, mais surtout qu'il comprenne l'information que vous voulez lui faire passer. Ça, c'est très important. Ça vous aidera à mieux déterminer vos articles, à mieux les configurer dans ce sens-là. Travailler sur la forme, travailler sur le support, j'en parlais, sur le site web, comprendre et à naviguer. Donc, il y a déjà certains supports qui peuvent, en tout cas pour ceux qui ont des projets de site web, qui peuvent vous être utiles parce qu'ils sont faciles d'utilisation. La suite WordPress, par exemple, si vous voulez créer votre site web, que ce soit
plan business qui soit personnalisable avec les plugins, par exemple, qui sont déjà configurés, ou bien soit vous faites appel aussi à des développeurs qui pourront vous aider à déterminer votre site, à le configurer suivant vos besoins. C'est important que ce soit vous qui imprimiez ce dont vous avez besoin et comment vous concevez la plateforme sur laquelle vous allez évoluer. Donc, que ce soit avec un développeur, que ce soit avec une solution web qui est offerte afin de créer un site, faites en sorte que ça corresponde à votre objectif et que ce soit accessible. Aussi, par rapport à l'écriture web, il y a différentes sortes de styles qui ne sont pas très recommandables, à moins d'avoir un public ciblé. Donc, on pourra déjà parler du titre. Lorsque vous voyez, par exemple, Libération ou certains sites d'information, ils jouent énormément sur le caractère incitatif, par exemple, du titre qui est proposé. Il faut comprendre que là, on a un public qui sait que l'identité de Libération ou l'identité de notre média, c'est quand même un titre qui est très souvent incitatif, un titre qui peut être à deviner, etc. Mais lorsqu'on va être lu par le plus grand nombre, il va falloir être le plus informatif possible. Garder le caractère informatif le plus possible, être suffisamment clair sur son sujet, et assez laconique, donc incitatif, faire un équilibre entre la clarté par rapport à ce dont il est traité, ce dont il s'agit dans votre article, et aussi un caractère assez incitatif pour que ce soit attractif et qu'il puisse aller lire l'article, parce que ça aussi c'est un autre enjeu. Comment faire en sorte qu'il sache de quoi, que le lecteur sache de quoi il s'agit, comment faire en sorte qu'il aille lire l'article, parce que très souvent on défile, on se limite à lire seulement l'article, mais il ne faut pas aussi plonger dans le piège du sensationnel. Donc, il y a un équilibre à trouver et qui aussi rend compte de cette nécessité de faire preuve d'inventivité, d'originalité dans vos réflexions et dans vos contenus que vous proposez. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est lorsque vous avez fini de produire une information sur un sujet précis, comment faire en sorte que ce sujet-là il soit visible. Donc, il y a déjà pas mal d'options qui peuvent se présenter à vous. Je peux parler de la collaboration que vous pouvez avoir avec le technicien dans la gestion de votre référencement, que le contenu que vous aviez produit sur un thème puisse se retrouver mis en avant parce que vous avez bien fait attention aux mots-clés, bien fait attention aux pratiques de référencement, bien fait attention à l'indexation de votre contenu par par Google ou les autres moteurs de recherche, parce que c'est très important. Posez-vous aussi la question de par rapport à l'article que vous proposez, qu'est-ce que le lecteur qui va sur Google, qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas que vous avez produit un contenu, qu'est-ce qu'il va se demander, qu'est-ce qu'il va rechercher qui pourrait le rediriger vers votre site. Donc, ça aussi, c'est très important. De même que le maître, c'est-à-dire arriver à rediriger du contenu qui vient d'ailleurs vers votre site ou bien à pouvoir rediriger à l'intérieur des articles de votre site sur différents thèmes qui sont positionnés. Parce que ça aussi, c'est une opportunité qu'offre Internet. Lorsque vous parlez d'un sujet dans un article, sans avoir besoin de tout détailler dans le même article, vous pouvez renvoyer vers un autre article que vous avez produit. J'ai déjà produit un article sur la santé. Je formule une phrase qui va mettre en rapport cette question de santé et une question économique. J'en ai traité, je renvoie vers un autre article et à partir de ce moment-là, le lecteur il pourra se rediriger vers l'autre article, pouvoir le lire également. Et tout en ayant, donc pour un seul article, il pourra lire 2, 3 différents articles sur différentes thématiques qui sont connexes. Donc ça, c'est partie des opportunités qu'on a et qu'on n'a pas, par exemple, dans d'autres supports. Lorsque vous parlez d'un sujet que vous le traitez sur papier, vous ne pouvez pas revenir de long à large sur ça. Vous allez peut-être donner un résumé, mais là, vous avez la possibilité d'une extension de permettre de comprendre ces différentes thématiques-là en le renvoyant vers vos autres contenus. Donc, à l'intérieur de vos articles, répondez aux questions essentielles, répondez aux questions que le public va se poser.
Qu'est-ce qui lui intéresse? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est important qu'il sache? Et faites aussi attention aux choses basiques. Parce que très souvent, on est dans une surélévation qui fait qu'on ne prend pas en compte que cet aspect, ce mot ou ce concept n'est peut-être pas compris par tous. Donc, posez-vous à la place du lecteur basique qui pourrait ne pas comprendre de quoi il s'agit et expliquez-lui. Renvoyez-le vers un lien hypertexte, par exemple, lorsque vous citez un mot peut-être complexe, renvoyez-le vers un article qui traite du sujet ou bien une définition qui est tirée d'un article pertinent et autres. Mais faites en sorte, en tout cas, de répondre à ces questions essentielles et ne le faites pas aussi tourner éternellement autour du pot. Et l'écriture pyramidale est très importante, surtout sur le plan du web. Gardez l'attractivité de votre article, mais mettez les informations principales tout en haut et tout au long pour permettre lui de lire et d'être invité à continuer l'article à l'achever. Ça requiert aussi pas mal d'aptitudes en termes journalistiques, en termes de technique d'écriture, en termes de choix des mots, et de simplicité aussi des mots. Gardez aussi ça comme référence. La simplicité, le caractère basique des termes que vous utilisez, ça vous permet de vous ouvrir au public, à un public qui n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'on n'allait pas produire pour un public qui a seulement le niveau universitaire et qui lui permettra de comprendre ce que vous dites. Faites en sorte que celui, par exemple, qui a le niveau du collège puisse lire, comprendre l'information telle que vous la présentez. Et apprenez aussi à lire les statistiques. Sur différents réseaux sociaux, il y a les analytics qui sont présentés. Apprenez à lire les statistiques. Identifiez aussi, parce que c'est important, les bons moments de publication. Nous, on est dans un média de la Maison des Reporters qui propose du contenu long, c'est-à-dire qui propose du grand format. Et le grand format que l'on propose, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des moments clés qui permettent au public de lire, ou bien il y a des moments clés durant lesquels ce public-là consomme cette information-là. Et ça, c'est surtout, en tout cas ici, chez nous, ici, c'est le soir et le week-end. C'est sur le soir et le week-end qu'ils peuvent lire nos articles qui sont souvent très longs, ou bien lire nos vidéos. Par exemple, on parlait du reportage sur la santé, mais c'est un reportage c'est une enquête qui dure 50 minutes. 50 minutes, ça, c'est assez important. Donc, comprenez le public, comprenez ses habitudes de consommation. Vous pouvez avoir un public ciblé, donc à partir de ce moment-là, analysez bien comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il demandez-lui, faites des sondages, demandez-lui comment est-ce qu'il consomme l'information, qu'est-ce qu'il aime à avoir dans l'information que vous proposez, quels sont les manquements qu'il trouve dans les contenus que vous proposez. Pour ça peut vous aider à mieux comprendre ce public-là, tout comme les analytics qui sont permises par les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter également, vous permettront de mieux vous y prendre. Parce qu'il y a énormément d'enjeux dans le cercle numérique. Il y a la flexibilité par rapport aux usages, il y a une multitude d'opportunités par rapport aux outils. La possibilité d'évoluer tout en ligne, le pure player comme la Maison des Reporters, on évolue tout en ligne et on adapte aussi nos contenus parce qu'il y a des habitudes de consommation qui peuvent varier d'un réseau à un autre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit d'ailleurs sur, par exemple, d'autres réseaux sociaux qui même imposent une durée pour votre contenu. Je donne l'exemple de la Maison des Reporters. On propose des contenus qui sont de 13 minutes, de 52 minutes. Ce sont des contenus qui ne sont pas, par exemple, envisageables, pas publiables en entier sur Twitter. Et le public qu'on a sur Twitter, c'est pas un public aussi qui va, en tout cas si c'était le cas, peut-être rester sur Twitter pour suivre intégralement la vidéo qu'on propose. Il faut donc essayer de faire des capsules vidéo qui synthétisent ce dont il est question dans votre grand format et qui permettent de le renvoyer vers une plateforme où c'est beaucoup plus possible, par exemple, que ce soit par exemple YouTube,
Facebook aussi offre une durée limitée, mais moi, c'est le réseau qui s'y prête le mieux, c'est YouTube, afin qu'il puisse être redirigé vers le contenu que vous avez produit, et qui est un contenu long. Et la fréquence de publication aussi, elle est importante, parce que nous, on peut rester 15 jours sans publication, parce que les contenus sur lesquels on travaille, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps extrêmement long. Ce sont des enquêtes qui durent des mois, mais le public, il sait que c'est ainsi qu'on évolue. Donc, si vous vous précipitez pour produire du contenu, que ce soit comment dirais-je, que ce soit du contenu journalier, que ce soit du contenu hebdomadaire, faites attention à savoir est-ce que vous pouvez tenir cette fréquence dans la durée. Parce que n'habituez pas le public à ce que vous ne pouvez pas lui offrir dans la durée. Ça, c'est très, très important. Par rapport au support multimédia aussi, il y a d'autres opportunités parce qu'il y a une très grande marge de manœuvre quant au contenu. Vous ne travaillez pas vous travaillez sur un support web, vous avez une multitude d'outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser de l'image pour l'illustration et pour cela, vous pouvez utiliser des banques d'images telles que Pixabay, que ce soit, il y a je retrouve une banque d'images qui est plutôt intéressante pour ceux qui évoluent en Afrique. Il y a Iwaria, c'est une banque d'images gratuite. Pour illustrer vos contenus, c'est très important. Et faire attention aussi à la propriété, au droit de propriété des images que vous utilisez. Donc, les banques d'images pourront vous y aider. Par rapport au son que vous pouvez utiliser, il y a d'autres possibilités que vous avez. Il y a très souvent des outils qui sont payants, mais je vous conseille de souscrire si possible, parce que lorsque vous n'avez pas à disposition un infographe, etc., et que vous voulez construire des contenus qui sont plus aboutis, les suites payantes, même elles sont accessibles, elles sont plus ou moins accessibles, et elles peuvent vous épargner de frais qui auraient pu être supplémentaires, parce que vous devez recruter par exemple un infographe, alors que vous pouvez effectuer les mêmes tâches avec un infogramme ou avec PictoChat ou avec Adobe Spark, que ce soit pour le montage vidéo, le montage de petites capsules vidéo ou de petites affiches. Là, ça vaut le coup et je vous le conseille. Et aussi par rapport à la vigilance par rapport aux fake news, très souvent, elles se déploient en images. Elles peuvent aussi se déployer en vidéo. Il y a un outil très, très intéressant que j'aimerais proposer à nos confrères. C'est l'outil Invid. Donc, je vais tout à l'heure le poster dans le chat. C'est l'outil Invid. C'est un outil qui a été créé par l'agence France Presse, une sorte d'outil expérimental, qui vous permet de vérifier des vidéos ou des images. Par rapport à la vérification d'images, il y a déjà le passage par Google pour la recherche inversée d'images, parce que très souvent, le flux d'informations qu'on reçoit sur Internet et qu'on est appelé à traiter, parce qu'on fait appel aux sources qui sont aussi sur Internet. Vous voyez un tweet d'une personne qui parle d'un accident qui est arrivé, d'un attentat terroriste qui est arrivé. Il faut faire attention parce que cette image-là ne provient pas d'un contexte qui n'est pas le même. Déjà, vous avez la possibilité de chercher si ce n'est pas une image qui provient d'un autre événement ou qui a été prise à une autre date et qui est donc trompeuse. Ça, c'est la première étape de vigilance que vous pouvez faire recours. Donc, il y a des outils comme TineEye, T-I-N-E-Y-E, qui vous permettent de dater une image qui existe sur Internet et de vous dire de vous renvoyer vers les liens des articles qui en ont parlé, afin que vous sachiez si ça a déjà été traité. Il y a aussi l'outil de recherche inversée par image. C'est l'outil moi-même que je préfère, la recherche image.google.com, qui vous permet de rechercher une image sur Internet, de voir si elle a été déjà publiée quelque part, et donc de déconstruire l'idée qu'il peut y avoir derrière cette image. Après ça, il y a le recoupement qui peut aussi se faire sur Internet. Donc, à partir d'un réseau que vous aurez pu, par exemple, constituer à partir de sources crédibles,
Demandez à savoir qu'est-ce qui a été dit sur le sujet. Utilisez TweetDeck pour suivre ce qui a été dit sur un sujet, que ce soit un attentat ou autre. Qu'est-ce qui a été dit par des sources pertinentes, que ce soit les journalistes qui sont basés là-bas, que ce soit une aire géographique que vous voulez localiser, faire en sorte de savoir qu'est-ce qui a été dit par les personnes qui s'y trouvent. N'hésitez pas à contacter ces sources-là, à mieux recouper les informations que vous retrouvez sur Internet, parce que l'effort de recoupement, il est beaucoup plus accru, il devrait être beaucoup plus accru dans le cadre du journalisme numérique, parce que on attend de vous une réactivité, on attend de vous que l'information arrive le plus vite possible, mais on attend aussi de vous une crédibilité. Donc, ne sacrifiez pas la crédibilité non de l'instantanéité que requiert votre support. Faire attention à bien recouper vos informations. Pour synthétiser aussi par rapport au web documentaire, des formats que vous pouvez expérimenter, le web documentaire, ça demande une démarche qui est un peu plus élaborée en termes de choix des médias, de choix des outils interactifs qui sont utilisés. Il y a des exemples de contenus qui sont très intéressants à voir. Par exemple, il y a une enquête sur les féminicides qui a été effectuée, il me semble, par Libération, si je ne me trompe, et qui donnait à voir une carte de la France et des points rouges. Et chaque point rouge renvoyait vers un cas qui était documenté, c'est-à-dire un cas de meurtre de femme qui s'est passé avec un portrait qui vous permet de voir ce qui s'est fait. Ces cartes interactives-là, elles sont très intéressantes parce que c'est très synthétique et c'est très informatif. Et le lecteur, puisque c'est très accessible, il a la possibilité de déterminer sur quels aspects il veut beaucoup plus d'informations, sur quelle zone il veut beaucoup plus d'informations, etc., etc. Donc, c'est en résumé ce que je voulais partager avec les confrères. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant au moment des échanges. Merci beaucoup, cher confrère Moussa. Il y a eu beaucoup de questions et les confrères demandent si vous pouvez partager des outils avec eux dans le chat, dans la boîte de discussion qui est en bas de leur écran. Oui, et je veux savoir, voilà, il y a quelqu'un qui a demandé s'il peut avoir le nombre des outils de veille. Quels sont les outils pour faire la veille sur Internet? C'est la question d'un des participants. D'accord. Donc, il y a déjà Google Alert, c'est un outil basique qui est très intéressant. Je vous partage mon écran. Google Alert. Donc là, vous recevez des alertes lorsque à propos d'une information qui vous intéresse. Terrorisme, djihad. Et c'est aussi important parce que ça vous permet aussi de voir où est-ce qu'il a été question de votre média. C'est un outil que j'utilise aussi parce que et que vous pouvez utiliser pour votre e-réputation, qui vous permet de contrôler ce qui est dit aussi sur vous. En tout cas, de faire le suivi de ce qui est dit sur vous. Lorsque vous créez une alerte au nom de Moussa Ngom, pour chaque contenu qui est scanné et recensé par Google, vous aurez un mail qui vous est envoyé sur une périodicité définie qui vous permet de savoir qu'est-ce qui a été dit sur Moussa Ngom, par qui et sur quoi. Donc là, j'ai créé j'espère que vous voyez mon écran. Ton écran est bien visible. Voilà, une alerte sur, par exemple, le djihad. Pour ceux qui suivent les questions djihadistes, vous saisissez votre adresse email, vous créez l'alerte. Donc, c'est tout simple. Vous créez l'alerte et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dû sur le sujet, vous aurez la possibilité de recevoir des informations sur ce sujet-là. Donc voilà, et vous les aurez sur votre email. L'autre outil de veille qui est beaucoup plus ciblé, c'est TweetDeck.
sur Twitter, parce que Twitter aussi, c'est un outil qui est intéressant lorsqu'on veut suivre une actualité une actualité qui est dynamique et sur laquelle il y a beaucoup de contenus qui sont produits. Donc, vous pouvez chercher à la maison. Voilà. Vous pouvez aussi paramétrer par rapport à la localisation. Donc, je le disais tout à l'heure. L'auteur, quels utilisateurs vous voulez voir le sujet, est-ce que c'est aussi d'autres journalistes qui travaillent sur le sujet dont l'avis est intéressant par rapport à l'actualité que vous suivez, etc., etc. Tout cela, vous pouvez voilà, le voir. Des usagers qui sont certifiés et dont le contenu est pertinent. Donc, tout cela, vous pouvez le faire à partir de Twitter. Vous pouvez aussi suivre de manière basique ce qu'on appelle les hashtags également, qui peuvent circuler sur un sujet. Et savoir surtout faire le tri. Parce que ça, c'est du travail qui est effectué par des logiciels qui sont intéressants. Mais faites en sorte que votre intelligence journalistique et votre lucidité journalistique aussi vous guident dans l'usage de ces outils-là. Parce que ça peut ne pas suffire. Vous aurez peut-être besoin de passer quelques coups de fil, mais ça vous donnera déjà un assez bon aperçu de ce qui se dit sur un sujet. Donc, je pense, j'espère avoir. Oui. Il y a aussi l'outil NetBref. Tweet, c'est une application installée ou bien c'est juste un site internet sur lequel on peut vérifier tout ça? Oui, c'est un site internet sur lequel vous pouvez, qui vous permet de gérer, par exemple, votre profil Twitter, tout comme il vous permet de faire en sorte de gérer une veille informationnelle sur certains sujets. C'est un site qui est très facile d'utilisation. Vous vous y rendez très facilement. Vous avez vraiment toutes les grilles que vous avez vues tout à l'heure. Vous pourrez les créer, vous pourrez paramétrer. Il n'y a pas, c'est un outil gratuit également. Il n'y a pas à payer pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités. Je parlais aussi tout à l'heure de l'outil Invite. Donc, on va aussi aller le voir parce que c'est un outil intéressant dans le cadre de la vérification. Est-ce qu'on pourra aussi apprendre comment intégrer, par exemple, une image, une vidéo ou un son dans un article? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va aller voir l'outil Invite. Donc, c'est une extension que vous pourrez trouver sur le store de Chrome ou bien sur le site de Invite, Open Invite. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Donc, il y a une panoplie d'outils qui sont mis à votre disposition. Il y a aussi, par rapport à la recherche de mots-clés, tout cela, c'est possible avec Invite. C'est un outil que j'utilise dans le cadre de mes articles de fact-checking. C'est très souvent assez difficile de réaliser des fact-checking sur des vidéos, mais c'est un outil qui, même s'il n'est pas parfait, c'est un outil quand même qui est intéressant. La recherche par mots-clés, qu'est-ce qu'elle permet? Vous pouvez soit soumettre une vidéo qui est sur votre ordinateur, soit soumettre un lien Internet. Ça vous permettra de fragmenter la vidéo, de voir quelles sont les images clés et de vous permettre de faire une recherche par image. Donc, on va sélectionner une vidéo au hasard. Donc, là, ça c'était une vérification que j'avais faite il y a très longtemps. Copiez l'URL de la vidéo, vous insérez l'URL de la vidéo, vous soumettez la vidéo en question. Donc, ça aurait pu être la vidéo qui avait été manipulée parce qu'on a présenté une vidéo où
Trump sursaute à l'appellation de Allah Akbar. C'est une vidéo qui avait été détournée, manipulée. Donc, grâce à l'outil Invite, vous allez pouvoir trouver différentes images clés qui pourront vous permettre de rechercher d'autres images. Et ces images-là pourront vous renvoyer vers la véritable vidéo et ainsi déterminer ce qu'il en est. Ça, c'est important lorsque vous évoluez sur le web. Là, il y a un problème avec l'analyse de cette vidéo. On va essayer d'en trouver une autre. Voilà, il y a aussi un menu contextuel qui vous permet à partir de la vidéo voir quelle utilisation vous voulez faire, quelle vérification vous voulez faire. Une recherche inversée par image avec Tanhai, Baidu, Reddit, etc., Google. Donc voilà, ou bien l'analyse du contexte de la vidéo. Ça, c'est intéressant à avoir. Ça prend un peu de temps à charger. On va essayer avec, voilà. Là, on a posté une vidéo. On a posté une vidéo pour en chercher à partir de l'image, cette image clé, de lancer une recherche par image et voir quels sont les résultats qui nous sont proposés. Donc, je vais vous donner l'exemple de la vidéo qui avait été manipulée et dont le son avait été détourné pour faire croire que Trump avait pris peur au cri de Allah Akbar. Donc là, vous avez des résultats de cette recherche par image. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Différents contenus qui ont été produits sur le sujet avec la même vidéo et le même contexte. Donc là, l'outil a permis d'analyser les images présentes. Vous avez différents contenus qui sont là. Et là, ça vous permet de déterminer le contexte exact de l'information. Lorsque vous vous rendez sur le site ou bien lorsque vous vous rendez lorsque vous lisez la bonne vidéo, voilà. Lorsque vous allez lire la bonne vidéo, vous allez vous rendre compte que le son, il a été manipulé. Et tout ce qui a été aussi dit par CNN, qui est une source crédible, et par différents autres médias sur le sujet. Ça aussi, ça peut vous être très, très, très utile. Très, très utile. Donc, voilà. Il n'y a absolument pas le CRI qui est mentionné dans la vérification, dans la vidéo que vous avez à vérifier, et ça vous permet de savoir que c'est une vidéo qui a été fausse. L'autre outil de recherche par image inversée. Déjà, on va enregistrer une image. Puis la rechercher. Donc là, on a déjà une image. Donc, on veut vérifier dans quel contexte est-ce qu'a été publiée cette image. On sera genre sur image. Voilà, donc là, vous allez uploader l'image que vous voulez vérifier pour voir dans quel contexte est-ce que l'image a été publiée. Donc, recherche par image. Vous allez importer l'image ici, choisir le fichier. On va chercher notre image ici. Donc, voilà, pour déterminer le contexte dans lequel il a été produit, vous allez pouvoir circuler entre différentes images, voir qu'est-ce qui a été dit sur ces images-là, faire jouer votre intelligence journalistique par rapport au contexte de publication de cette information-là, contacter aussi, par exemple, lorsque vous trouvez que ça a été traité par un média qui a illustré son papier
avec ça. Vous pouvez contacter le média en question, demander dans quelles circonstances a été prise cette vidéo, où est-ce que cette image a été prise dans une banque d'images, par exemple, et ne correspond pas à la situation présentée, par exemple, sur Internet. Parce que l'offre de fact-checking, c'est une offre importante à prendre en compte parce que on a aussi besoin de savoir quelle est l'information vraie parmi tout ce qui est dit. L'autre outil dont je voulais vous parler par rapport à la recherche par image inversée, c'est TimeEye. Donc là aussi, en français, là aussi, vous allez télécharger, uploader l'image que vous voulez vérifier, rechercher l'image en question et voir, par exemple, à quelle est la date la plus lointaine de publication de cette image. Donc voilà, là vous avez différents résultats que vous allez pouvoir utiliser. Je vais maintenant revenir à la conception de l'article. Donc, je peux déjà expliquer par rapport à la plateforme que moi-même j'utilise, qui est WordPress. On utilise à la maison de Reporter. C'était très facile à configurer, très accessible, très simple, très compréhensible par rapport à l'interface. Mais il y a différents plans. Il y a le plan basique, premium et le plan business. Donc, nous, on a souscrit au plan business qui vous permet de télécharger un thème qui a été déjà réalisé, un thème qui est adapté à votre site et un thème qui voilà, est adapté à vos besoins en termes de production d'informations. Donc là, la première étape, si c'est le titre que vous voulez écrire, donc rencontre, formation sur le journalisme. Là, vous avez différents blocs que vous allez pouvoir utiliser. Téléverser une vidéo. Pour la vidéo, faites en sorte que ce soit une vidéo qui soit de bonne qualité. Vous pouvez choisir différents formats de capsules qui peuvent être utilisées. Formation sur le journalisme. Etc. Créer un bloc. Très facile. Parce que l'outil est intuitif avec WordPress, vous pouvez intégrer votre vidéo ou un tweet que vous avez pu retrouver sur Internet. Ça permet aussi d'enrichir le contenu que vous allez présenter et ne pas rendre ennuyeux, inintéressant le rendu de votre article. Vous pouvez aussi intégrer une vidéo YouTube. Alors, je disais tout à l'heure qu'on travaille sur du contenu qui est long. Lorsque je ne veux pas que le lecteur ait à suivre toute la vidéo en entier, il y a la possibilité d'intégrer la vidéo par séquence. Vous allez donc pouvoir démarrer à 12 minutes, 3 secondes, etc. etc. Là, c'est plusieurs possibilités qui peuvent vous offrir à vous. Pour les aspects liés au référencement, là aussi, il y a des outils qui vous permettent de voir où est-ce qu'il y a un problème qui peut vous porter préjudice dans le cadre de la lisibilité de votre texte et dans le cadre de l'indexation de votre texte. Donc là, vous avez différentes recommandations qui s'offrent à vous. Essayez de faire des phrases plus courtes en utilisant des mots moins compliqués afin d'améliorer la lisibilité. Le critère de 300 mots ici, il est important à suivre. Les mots de transition, là, vous avez toutes les recommandations qu'il vous faut pour bien optimiser votre article et permettre qu'il puisse être vu et
et qui puisse correspondre aux recherches d'informations. Les liens externes, là, on dit qu'il n'y a pas de lien externe dans cette page. Là, le lien externe, c'est par exemple lorsque vous traitez d'un sujet, pour enrichir l'indexation, vous pouvez faire recours à un article qui a été effectué par un autre média et vous l'utilisez comme lien hypertexte qui se retrouve dans votre article. Il y a aussi le maillage interne, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà traité d'un contenu et que vous utilisez ce contenu-là pour renvoyer vers une information, pour renvoyer le lecteur vers une information. La longueur de la requête qui est à définir, la longueur de la métadescription, c'est-à-dire le résultat qu'on va trouver sur les moteurs de recherche et que le contenu qui afficheront un bref résumé du contenu de la page. Le texte alternatif des images, mettez une image, mais surtout, mettez aussi le texte, une petite description si possible, et la longueur du contenu. Donc, le minimum recommandé, il est de 300 mots, et aussi, faites attention à l'originalité du contenu, parce que l'originalité du contenu joue sur le référencement de votre article. Si ce contenu a déjà été trouvé par les robots, par exemple, de Google, l'algorithme de Google, très souvent, il aura tendance à renvoyer en arrière votre contenu, contrairement au fait d'avoir un contenu qui est original et voilà, qui n'a pas été copié ou plagié dans notre site. Donc, voilà un peu les outils basiques qu'il faut avoir. Les catégories, le permalien, le choix du permalien aussi est important. Faites en sorte que ce soit le titre qui apparaisse. Les catégories, les étiquettes, les mots-clés qui sont utilisés, les images d'illustration, tout cela, c'est très important lorsque vous écrivez votre article web. La lisibilité du titre, l'enrichissement de la vidéo. Pour ce qui est du son, vous pouvez utiliser l'outil basique de WordPress, par exemple, vous le permet, mais il y a d'autres outils qui sont aussi intéressants, par exemple SoundCloud, que vous pouvez intégrer dans votre article et le rendre un peu plus intéressant. Par rapport à Infogrames aussi, les graphiques que vous avez utilisés, une fois que vous les avez créés, Infogrames, c'est un... Une fois que vous les avez créés, vous aurez la possibilité de les intégrer dans votre article. Donc, soit si vous avez, soit si vous avez un abonnement payant, là, vous n'avez pas l'étiquette Infogrames qui va apparaître, mais même en mode gratuit aussi, ça peut vous aider énormément parce qu'il y a des graphiques qui sont intuitifs, qui sont déjà réalisés. Vous pouvez même importer des données à partir de tableurs Excel. Donc, juste après avoir fini de concevoir votre graphique, vous pouvez l'intégrer à votre article par les différents blocs qui sont rendus disponibles. Donc, voilà, c'est de manière basique les prérequis dont vous aurez besoin. Donc, je vois une question sur comment créer un site web avec WordPress. Donc, c'est intéressant parce que WordPress vous offre différentes possibilités. Vous avez la possibilité de créer un site qui sera basique, mais que vous ne pourrez pas personnaliser par contre. Vous pourrez juste choisir parmi la palette de sites, parmi la palette de thèmes que vous proposera WordPress. Il y a un format aussi qui est le format premium qui existe. Et il y a un format qui est le format business. C'est celui-là que je recommande parce qu'il vous permet de télécharger des thèmes que vous pouvez trouver dans différents sites, c'est-à-dire des templates, ce qu'on appelle des templates, et que vous pourrez personnaliser par la suite. Vous pourrez personnaliser à l'infini et la taille du média que vous allez, la taille des médias que vous allez utiliser sera aussi illimitée. Ça fait partie des avantages de WordPress et vous n'aurez pas à souscrire à des frais à payer aux développeurs, même si voilà, ça peut être aussi intéressant. Mais si vous n'avez pas le budget nécessaire, vous pouvez créer un site web. Avec WordPress, le plan business il est de $300 par an, $300 par an.
Et le nom de domaine, ça varie entre 10 et 18 $, soit il peut vous être fourni par WordPress, soit il peut vous être fourni par un opérateur local. Donc, vous avez ces possibilités-là. Et le thème, vous pouvez le télécharger dans un site thème Forest, par exemple. Vous aurez une large gamme de possibilités qui vous seront offertes. Et parmi cette large gamme-là, vous pourrez choisir le modèle qui est le plus adapté. Et juste après cela, vous pouvez reformuler la configuration du site, personnaliser le site par rapport aux couleurs, par rapport à l'image, mais vous avez déjà la charpente de votre site qui est déjà présente. Donc, c'est ça l'utilité de WordPress. Avec les plugins aussi, vous aurez un tas d'opportunités qui sont le plus souvent gratuites et qui vous permettront de mieux appréhender votre site Internet selon vos besoins. Je rappelle ce confrère qui est Je ne reçois pas très bien. Je ne vous reçois pas, Kossi. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure? Kossi, je ne te... Oui, toutes mes excuses. Je vous envoie les liens vers les sites qui vous sont intéressants. Donc, vous aurez Adobe Spark, Infogrames que je vous mets, le logiciel Invite aussi que je vous mets dans le chat, le lien vers Google Alert également, Agora Plus dont je n'ai pas eu l'opportunité de parler qui vous permettra de gérer vos différents réseaux sociaux. Il y a aussi TweetDeck, voilà, et quelques guides que j'ai eu à partager avec vous, des guides d'Africa Tchèque et de Global Investigative Journalism Network qui vous permettront d'appréhender différents outils puisqu'il y en a une multitude. Il faut toujours faire en sorte, suivant ses besoins, de voir quel est l'outil le plus approprié. Donc, voilà. Je vous ai mis dans... Je vous l'ai mis juste dans le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions en attendant que Kossi arrive à nouveau. Donc, je pense que j'ai trouvé une question tout à l'heure par rapport au piratage. Je ne la retrouve pas. Donc, voilà. Serge, j'ai mis les liens des sites pour les montages vidéo et images en dessous. Je vous recommande Adobe Spark. C'est un outil qui est intéressant, accessible, intuitif, que vous pourrez utiliser dès la première fois. Pour les outils aussi de fact-checking, TimeEye, je vous le mets parce que ça n'y était pas. Donc, TimeEye, image.google.com. Voilà, vous en aurez besoin. Donc, il y a Jean Damascène qui dit qu'il a deux questions. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Comment peut-on les éviter, surtout quand on a des moyens limités? La deuxième question, des fois, on travaille d'arrache-pied pour trouver du contenu, mais il y a malheureusement le piratage des gens qui s'approprient injustement votre travail. Donc, je peux déjà commencer par, par la protection du contenu. Par exemple, lorsqu'il s'agit de WordPress, il y a des plugins qui vous permettent de protéger votre contenu. Donc, même s'il y a des subterfuges qui sont connus par les plus experts en plagiat, mais si vous souhaitez protéger votre contenu, il y a des possibilités. Moi, par exemple, nous, par exemple, dans notre niveau, on a utilisé Copy Protection, qui nous permet, lorsque vous rendez sur notre site,
Il n'est pas possible de copier notre contenu, ni de le sélectionner, ni de le copier. Voilà, là c'est un article sur les traces, sur les importations de déchets plastiques américains au Sénégal. Donc là, lorsque quelqu'un veut copier notre article, vous voyez, là j'essaie de copier, mais ce n'est pas possible. Le clic droit aussi, il est empêché. Vous voyez, c'est rendu possible par un plugin que nous avons eu à installer qui protège la propriété intellectuelle, si je peux dire ainsi. Donc c'est DulcePay Content Protection Plugin. Donc voilà. Là, ça vous permet de déterminer quelle page vous voulez exactement exclure d'un potentiel plagiat, et c'est très efficace. Et il y a même un message que vous pouvez mettre en place pour que chaque fois qu'il y a tentative de copie de votre contenu, il y a un message d'alerte qui apparaisse. Voilà. La fonction de sélection, elle est désactivée d'office sur notre site. Et ça se justifie effectivement par le même problème que vous aviez, c'est-à-dire que vous produisez du contenu, ça vous prend des moyens. En principe, si vous le voulez aussi, vous pouvez faire appel à une rémunération pour une reprise de votre contenu, mais malheureusement, ce contenu-là, il est plus d'office par une autre personne. Pour le cyberharcèlement aussi, non pas pour les cyberattaques, lorsque vous n'avez pas les moyens, par exemple, de vous associer à un technicien, il y a, en tout cas, il y a des garanties qui peuvent vous être offertes, par exemple, lorsque vous êtes sur WordPress, la double authentification, le choix de mot de phrase de passe qui soit très forte, qui ne soit pas piratable, qui ne soit pas basique et facile à deviner, par exemple, pour le potentiel pirate. Mais la meilleure solution, c'est de vous associer à des techniciens qui sont experts en la matière et qui vous aideront à protéger votre site, parce qu'effectivement, les cyberattaques sont très, très problématiques. Veillez à la bonne santé de votre site, veillez à la sécurité de votre site, choisissez toutes les méthodes d'authentification qui seront nécessaires afin de pouvoir limiter le potentiel de nocivité de ces attaques-là. La connexion Internet m'avait lâché. Serge, donc, je remets les liens. Nous sommes presque à la fin de cette formation. Je dis merci à tous les participants et je pense que Moussa nous enverra après, peut-être, voilà, c'est déjà fait, les liens utiles et il y aura un petit support qui vous sera également envoyé par mail. Nous avons lancé un petit sondage pour savoir si cette formation vous a été utile, si elle a répondu à vos attentes. Donc, c'est un court questionnaire qui vous prendra 1 à 2 minutes au plus. Nous vous prions de pouvoir le remplir. C'est envoyé dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Nous rappelons que cette formation s'inscrit dans une série d'initiatives, de formations que nous organisons dans le cadre du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale que nous avons lancé il y a bientôt 7 mois pour apporter de l'aide, des opportunités et des ressources aux journalistes francophones du monde entier. Si vous êtes journaliste ou étudiant en journalisme, que vous n'avez pas encore rejoint ce forum sur Facebook, c'est l'occasion de le faire. La boîte de discussion, la boîte ou le lien plutôt pour rejoindre ce forum a été envoyé également dans la boîte de chat ou la boîte de discussion qui est en bas de votre écran. J'espère que cette formation a été utile à tous les participants. Nous remercions encore une fois M. Moussa Ngom pour le temps et la disponibilité et surtout pour le savoir et les connaissances qu'il a partagées avec les confrères francophones. En décembre, nous aurons également 2 autres formations sur comment faire connaître son podcast et ensuite comment gagner de l'argent avec les podcasts. Je souhaite bonne soirée à tous les participants et à la prochaine. Merci encore, M. Moussa. Je vous en prie, merci à vous tous.